Amilcar de Traukeseg, épisode 7, la table de Mendeleïev Barca. Amilcar, qui a maintenant une interlocutrice de qualité, se laisse gagner par l'euphorie de pouvoir partager sa réflexion sans contrainte. Les 6 éléments vont apparaître tour à tour, accessibles et séduisants, quoi qu'il faille de l'audace pour suivre le raisonnement. C'est alors que le calme retrouvé va être interrompu par l'arrivée intempestive d'Ophir et de Marjorie. Amilcar poursuit pour Isor la présentation de son hypothèse. Vous avez tout compris avant moi. Chaque fois que le Crétignon prend l'ascendant sur les autres forces, il y a un souci. C'est tellement courant. Regardez, on pense tous avoir une perception claire de l'infini. En cas de doute sur ses limites, il suffit de considérer la stupidité de son voisin. Ne donne-t-elle pas l'agréable sensation de ne lui en trouver aucune ? Ainsi, chaque fois que nous faisons le tour de quelque chose, cette chose tombe dans le fini, dans le créé. Elle échappe dans l'instant à son créateur pour entrer dans le socle, dans le support. Elle perd beaucoup de son intérêt. On peut la réutiliser, bien sûr, mais sans nouvelle énergie, c'est mort. Ce qui est créé, si l'on n'y applique pas de force, reste inerte. Notre véritable chance est donc de pouvoir, en apprenti sorcier, modestement influer sur la répartition de ces forces et maintenir un souffle créatif, prolonger en quelque sorte un tant soit peu la création. Dans mon garage, comme Marie Curie dans son labo, j'ai eu une intuition. Cette intuition est que, comme elle et comme chacun de nous, j'observe les conséquences en essayant d'en découvrir la cause. En découvrant que la matière pouvait être radioactive, elle poussait une porte. Ah, l'observation, c'est simplement prêter attention à ce qui nous entoure. J'aimerais qu'une autre porte, invisible à l'œil et encore plus cachée, apparaisse. Qu'elle semble alors évidente et utile à l'homme. Bien sûr que je crains les utilisations mauvaises ou pernicieuses que des esprits retors pourraient développer. Mais si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Il y a, entre les 2 premiers gaz, l'hydrogène et l'hélium, qui occupent seuls la première couche comme vous le savez, des forces très faibles qui circulent et qui sont germes de la vie. J'en ai l'intuition. Ça vous épate ? Maladroitement, j'ai essayé de donner des noms évocateurs à mes 6 cavaliers pour une identification facile et une appropriation large, parce que ce qui n'a pas de nom n'existe pas. La preuve, c'est qu'ici, le chien, chaque vache, le coq, les poules ont un nom. L'âne s'appelle Martin, le cochon, le ministre, et le taureau, Napoléon. C'est le premier signe de respect offert à ces muets indispensables, principaux compagnons de l'homme rustique. Imaginez que derrière cette intuition, en utilisant ces 6 forces, naisse un progrès. Vous parliez de la politique. Pourquoi a-t-on choisi pour modèle la démocratie et pour la mettre en œuvre les partis politiques qui passent leur temps à la maltraiter ? Pourquoi chacun de nous a une conscience aiguë de la perfection et qu'il confie à une religion le soin de l'y conduire, alors qu'insouciantes, elles passent leur temps à le détourner de cette quête. Pour en faire d'autres, me direz-vous. Pourquoi est-il si indispensable à l'homme de créer pour vivre, et si difficile pour lui de considérer la création dans son ensemble ? Redevenant enjoué. Ah, si nous étions comme les papous, ce peuple ancien, cannibale sans gourmandise, danseur invétéré, bagarreur par lassitude, s'était parfaitement accommodé au climat des tropiques, acceptant la nudité tout en préservant l'essentiel. Depuis toujours, les hommes se faisaient tatouer l'ensemble du corps et portaient fièrement, pour protéger leur virilité télescopique, un simple étui pénien. Avec les pasteurs protestants, l'arrivée de la civilisation vêtue de lin blanc et de probité candide fit disparaître cet art de vivre sans contrainte excessive. En rendant la chair invisible, ils contribuèrent à l'exaltation du désir, à la concupiscence, à toutes sortes de déviances, à l'avènement du règne des psys, à leur prolifération même, pour finalement aboutir à la surpopulation carcérale. Du Crétignon encore, un temps.
Enfin, que faites-vous à part promener votre C4 le samedi après-midi et par distraction rater les virages? Isor, redevenu grave, j'enseigne. Hamilcar, qui a compris le travers, se lève d'un bond et la regardant attentivement. Vous êtes blessé? Vous auriez pu le dire avant, on va soigner ça. Isor esquisse un léger sourire. Non, non, je suis professeur. Excusez-moi, bien sûr, le Collège de France. Je dois vous paraître bien couillon avec ma classification. Un temps. Le moment venu, je suis prêt à prendre la pose dans un bocal plein de formoles sur une des étagères du Muséum national d'histoire naturelle. À côté de celui qui a servi de modèle à Rodin pour son penseur. Vous savez, le gars qui pense nu, la tête soutenue par le bras droit posé sur la jambe gauche. Essayez donc cette pose, intenable plus d'une minute, même à poil. Cette statue devrait s'intituler « Contorsionniste formolé dans sa méditation ». Oublions cela. Vous êtes professeur de quoi? De sciences, plus exactement de physique quantique. Hamilcar. Tiens, Archibald m'a aussi beaucoup parlé de cette physique-là. Son nom m'a immédiatement renvoyé au chant du curé et à l'harmonium. Un jour, j'en avais crevé les soufflets et fait grincer les pédales pour emmerder l'organiste. Je dois avouer qu'elle m'avait flanqué une baffe injuste pour un chewing-gum que je n'avais pas collé sur son banc. Mais j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose. Vous ne seriez pas branché sur le projet ITER par hasard? Isor, qui va de surprise en surprise, manifeste de moins en moins d'étonnement. Si, j'y collabore, mais nous sommes nombreux. Hamilcar. Attendez, ça devrait aller beaucoup mieux d'ici peu parce que Archibald Barca, le génie de Traukesseg, arrive. Isor. Ah, ne me dites pas que le crétinium... Hamilcar. J'ai dit Archibald, pas Hamilcar. Il faut que je vous dise que mon crétignon de fils à Félix est l'école des mines. Il rejoint Cadarache après-demain. Ça vous rend la surprise, Isor. Étonné, n'est-ce pas? Isor. Un peu. Surtout que maintenant que vous me le dites, il pourrait y avoir parfois 2 Hamilcars sur le parking. J'y vais de temps en temps pour des expériences. Elle s'ébroue et regarde l'heure. Il faut vraiment que je parte. C'est à ce moment qu'Ombel entre. Elle porte un bouquet protégé d'un léger papier mousseline. Hamilcar et Isor se tournent vers elle. Ombel n'a pas encore rencontré Isor. Un sécateur dans une poche et une paire de gants de jardin dans l'autre, elle montre son bouquet et éclate d'un rire joyeux en voyant la mine d'Hamilcar. J'avais peur d'arriver trop tard, j'arrive visiblement trop tôt. Hamilcar, mais non, tu sais bien que non, on t'attendait. Isor, qui s'est approché d'Ombel pour la saluer, sursaute, en voyant l'heure à la pendule. Bonjour. Oups, je n'avais pas vu le temps passer, il faut vraiment que je parte sans tarder. Moi aussi, je suis attendu. Hamilcar du tac au tac, c'est parfait. Puisque vous êtes attendu, qu'ils attendent. Rien ne presse. Isor, je voudrais bien, mais le concert, lui, n'attendra pas. Hamilcar s'avança. Ombel, voici Isor, de ton tilleul. Isor en riant. Non, Isor guingois. Voilà un nom facile à retenir, s'exclame Hamilcar. Ici, vous êtes en famille, nous sommes tous de guingois. Les 2 femmes s'embrassent et Ombel lui offre le bouquet. Vous êtes ma visiteuse infortunée, comme m'a expliqué Archie? Tenez, je les ai cueillis pour vous. Hamilcar montrant les fleurs. Je vous avais prévenu, elle passe son temps à les réunir et les faire parler. Ombel dégage légèrement la mousseline. Ce petit bouquet est pour vous remercier d'avoir rendu visite à mon grand-tilleul, pour vous consoler d'avoir un peu perdu les pédales dans le virage, et surtout pour m'excuser d'avoir indirectement bousculé vos projets. À la manière d'un maître d'hôtel déclochant un plat fumant sous les yeux de convives savourant la surprise, Ombel décrit sa composition, indiquant du doigt chacune des plantes. Autour d'une légère branche d'azalée, qui veut dire modération, une brindille de safran et une tubéreuse vous invitent à faire attention aux excès et aux plaisirs dangereux nés de cette couronne de balsamine, je veux dire de l'impatience. Pour habiller le tout, les fleurs de grenadier parlent d'élégance et ce pavot écarlate d'extravagance. Voilà, c'est tout simple. Isor cache mal sa surprise. Merci beaucoup. Ma maladresse et quelques gravillons m'ont offert en quelques minutes la surprenante table de Mendeleïev Barca, une révision de mon Hamilcar et en prime une belle et odorante étude de caractère. Montrant les fleurs, elles sont superbes. Comment les protégez-vous? Ombel, très simplement.
Mon jardin est entouré de chardons bleus d'Écosse qui dissuadent les lapins, lièvres et autres dévoreurs gloutons de jeunes pousses. Une deuxième enceinte est faite de plusieurs fils de fleurs parfumées pour séduire et nourrir les butineuses qui viennent en multitude de l'aube au coucher survoler mon enclos dans leur livrée de bagnards noirs et jaunes. Elles sont si nombreuses qu'elles repoussent les autres espèces et assurent la fécondation de presque toutes mes protégées. Mais je suis bavarde. Il vous reste un peu de route et vous allez assister à un beau concert. Filez. On sent qu'Isor hésite depuis l'échange avec Hamilcar qui l'a intrigué. J'aimerais bien, mais, contemplant son bouquet, je crois que j'en ai de moins en moins envie. Hamilcar saisit la balle au bond. Eh bien voilà, vous restez. On n'a pas terminé. On va annoncer la nouvelle à Archie qui est parti au garage briquer son nouveau jouet. Ou le mien, s'amuse Isor. Ça m'étonnerait, dit Hamilcar, en faisant signe à Isor de le suivre. Pendant qu'ils vont au garage, Ombel sort par la porte donnant sur la rue. Durant quelques instants, le bureau reste vide. C'est alors qu'on entend, venant de l'extérieur, un martèlement de talons sur le trottoir mélangé à une avalanche de reproches. Impensable! Comment avez-vous pu être insouciant au point de partir sans avoir vérifié que nous avions suffisamment d'essence pour arriver jusqu'à Toulouse? Je suis éreinté. Et dire qu'il va falloir encore que j'entende pour la énième fois ce concerto, et que je subisse après tous les débiles légers qui vont se pâmer sur le génie de Beethoven, votre interprétation magistrale, l'acoustique des lieux. S'interrompant, en secouant la poignée de porte, mais je rêve, c'est fermé. La porte côté rue, poussée brutalement, cède, livrant passage à une élégante dans la soixantaine dont on distingue sous un long cache-poussière largement ouvert ce qui doit être une robe de cocktail. Très contrariée, elle poursuit sa litanie de compliments désagréables appuyés de regards accusateurs sur l'homme qui la suit. Lui, plus âgé qu'elle, grand, distingué, peu impressionné par les manifestations d'humeur dont il fait les frais, entre calmement. Il est vêtu d'un pull léger négligemment jeté sur les épaules, couvrant un gilet blanc d'habit porté sur une chemise à col cassé et nœud papillon blanc. Son pantalon noir à galons de satin, parfaitement coupé, tombe sur une paire de baskets. Il répond à l'élégante. « Mais non, il y a certainement quelqu'un, ce brave homme va nous dépanner. » Elle. « Ophir, avec la chance que vous avez, j'en doute. » Elle s'écrase sur une chaise et prend une pose mi-affectée, mi-dégoûtée, faussement détachée de ce qui l'entoure. Elle ne va plus regarder que vers l'extérieur. C'est la dernière fois que nous partons sans chauffeur. Il mariait sa fille, mais ce n'est pas une raison. Lui fait le tour du bureau, espérant que cette entrée tonitruante suffise à faire venir quelqu'un. Elle poursuit. Il aurait pu nous demander l'autorisation. Il y a d'autres dates que le samedi pour faire ça quand on n'a pas d'amis et personne de convenable à inviter. En plus, sa pauvre fille manque complètement de jugement. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver dans quelques mois. Elle regrettera alors à la fois cette cérémonie et ses économies disparues dans l'affaire. Lui gratte légèrement aux différentes portes. « Y a quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ?» Elle, jambes croisées, tête renversée en arrière dans une pose de superbe dédain. « Apparemment, non. Le pompiste écrasé de solitude a sans doute choisi de se pendre aujourd'hui où l'on a besoin de lui. Cherchez un téléphone, appelez les urgences, débrouillez-vous, il faut encore que je pense à tout. » Lui poursuit son investigation lente du bureau et tombe en arrêt devant la collection de disques d'Hamilcar. « Incroyable, ce type est un mélomane. » Elle d'un ton glacial. « Mais Ophir, c'est d'essence dont nous avons besoin. Vous n'êtes pas là pour vérifier si le pompiste a de l'oreille. L'artiste, c'est vous. Hélas. Sonnez, hurlez, allez voir. Enfin, faites quelque chose. À cette heure, l'urgence, c'est l'essence. Pas de savoir s'il possède quelques-uns de vos précieux enregistrements. Le pire serait que, victime de la corrosive piquette du coin, il ne dégrise pas avant dîner. » Ophir, puisque c'est son prénom, ne l'écoute plus que distraitement tout à sa découverte. « Cher ami, il a les 5 meilleures versions de l'empereur. » Elle, totalement étrangère à l'excitation d'Ophir, réplique « L'Europe en a subi une excellente, et ça lui a largement suffi. J'avoue que je suis pareil. » Ophir se redresse alors en déclarant d'une voix pleine d'espoir. « J'entends des voix. » Elle.
Après Napoléon, maintenant Jeanne d'Arc? Ophir, il va falloir consulter, vous devenez gâteux. Ophir, l'oreille tendue. Je crois qu'ils arrivent. Je vous en prie, soyez aimables, les gens simples sont souvent susceptibles quand on les prend de haut. Elle contemple avec affectation ses ongles un à un et poursuit pour elle-même. Ce n'est pas moi qui les prends de haut, c'est qu'ils partent de si bas. Et moi, je ne devrais pas être susceptible? De toute façon, je ne vois pas pourquoi je serais aimable lorsque je perds mon temps à vous accompagner et que vous n'êtes même pas capable d'arriver à destination. Vous rendez-vous compte du préjudice que vous portez à la science en m'éloignant de mon œuvre? Je vous accompagne à votre énième concert, comme un légume accompagne le tourne-dos. Vous tombez en panne, vous me faites faire des kilomètres à pied en tenue de soirée, vous me faites entrer chez un pompiste fermé que vous n'êtes même pas fichu de débusquer, et c'est de ma faute. Vous n'avez jamais rien compris. Vous me donnez le vertige. Reprenant la pause un instant abandonné. D'ailleurs, vous ne savez même pas ce que je fais alors que vous avez la chance d'avoir épousé la spécialiste mondiale des infusoires, celle qui a définitivement classé les protozoaires et résolu la question du spleen de la paramécie. Et vous avez encore le culot de me parler musique? Ophir, franchement découragé, s'est affalé sur une chaise. En ce moment, je n'en parle pas, je devrais en faire. Au lieu de prendre en main l'orchestre du Capitole, je prospecte ce fichu trou en quête de pétrole. Elle lui réplique du tac au tac. Vous avez des chances. Jusqu'ici, le pétrole est toujours sorti d'un trou, et celui-ci me paraît être de référence. Ophir, agacé, sort, en maugréant, côté rue, laissant sa femme seule. Moi aussi, elle me donne des vertiges. Elle, qui n'a pas prêté attention au départ de son mari, poursuit, tout en cherchant un miroir pour se recoiffer. C'est mal parti pour l'empereur, mais je ne bougerai pas le petit doigt pour aider cet empoté. C'est trop facile de passer son temps à compter sur les autres, à bouger son petit bâton ridicule pour en faire jaillir de la musique, comme un sourcier fait jaillir de l'eau, à se faire applaudir pendant des heures en faisant des courbettes de courtisans. Il me rendrait presque jalouse si je n'éprouvais pas cette joie incomparable de repousser chaque jour les limites du savoir. Mais il ne se rend même plus compte qu'il est creux, qu'il fait l'artiste en secouant les derniers restes de sa mèche romantique avec des airs inspirés et des poses extatiques. N'ayant plus rien à dire, il travaille ses silences. Il fait passer ses hésitations pour de la réflexion et ses phrases décousues pour des révélations qui m'agacent. Et dire que je vais devoir finir ma vie avec cet abîme d'inconsistance. Enfin là, on est planté, on va bien voir comment le cabotin s'en sort. Vous l'imaginez, lui qui chaque jour court après ses chaussettes, perd ses boutons de manchette, ses lunettes, ses papiers. Aujourd'hui, Ophir cherche l'or noir, en habit, chaussées de basket. Eh bien, c'est décidé, après cette aventure, plus rien ne me distraira des infusoires. La science et le savoir ont perdu trop de temps. Archibald, à ce moment-là, traverse le bureau en coup de vent sans la voir. J'étais en train d'enlever ma combinaison pour rejoindre Hamilcar et saluer Isor avant son départ. C'est un reflet sur la vitre et le bruit de ma course qui ont alerté l'inconnu. M'apercevant trop tard, elle esquisse un geste en pure perte. Se jetant sur la porte par où je viens de disparaître, il faut que j'attrape au moins celui-là. Hé, monsieur, monsieur! Zut, il est parti. Archibald interrompt l'enregistrement. Avec le recul, quand j'ai revu ce qui va suivre, j'ai regretté d'avoir ainsi profité de la situation. Heureusement, cet inconnu me donnera un peu plus tard une leçon de savoir-vivre révélant sa véritable élégance. Mais pour cela, il faut passer à l'épisode 8. Pour retrouver les autres épisodes d'Hamilcar de Trauque-Seg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.